la grande édition du journal. Soldé par un score nul d'un but partout entre le Canada et la Bosnie à la une ce soir. Cap sur le mondial 2026, le drapeau tricolore flotte désormais sur les sols américains. Les léopards de la République démocratique du Congo ont officiellement posé leurs valises aux États-Unis pour entamer leur aventure historique dans cette compétition planétaire. Vous le verrez dans ce journal. Dans ce journal également, tension politique à Kinshasa, le sit-in de l'opposition organisé aux abords du Parlement a dégénéré ce jour. Le non-respect des consignes de sécurité et débordements ont causé d'importants actes de vandalisme et de casse dans les encablures du Palais du Peuple. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, c'est tout pour le titre. Tout de suite, le développement de cette édition unique. Le drapeau tricolore, je venais de le dire, flotte désormais sur le sol américain où le fauve s'apprête à défier la planète football, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les léopards ont officiellement posé ses valises aux États-Unis pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les ambassadeurs de la RDC sont bien décidés à marquer de leur empreinte cette grande messe du football mondial. Ambiance est arrivée dans ce reportage de Cédric Kenina. Ils sont arrivés avec élégance et une identité fièrement assumée. À leur descente d'avion aux États-Unis, les léopards de la RDC n'ont laissé personne indifférent. Costume noir impeccable, tissu au motif léopard noué autour de la taille, sac assorti à la main, les ambassadeurs du football congolais ont affiché un style qui rappelle leur emblème et leur attachement à leur racine. Une arrivée remarquée par les supporters de la diaspora congolaise venus les accueillir dans une ambiance festive. Entre chants, drapeaux et ovations, les hommes de Sébastien Lesabre ont reçu un bain de foule chaleureux avant d'entamer leur préparation. Au-delà du football, cette tenue symbolique envoie un message clair, celui d'une équipe qui revendique son identité et porte haut les couleurs de la RDC. Désormais installés sur le sol américain, les léopards sont tournés vers leur premier défi de la compétition. Il s'agit du Portugal, de Cristiano Ronaldo, avec l'ambition bien sûr de rugir sur les pelouses et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Sous la présidence de Jean-Michel Samalukonde Kyenge, la séance plénière du Sénat au Palais du Peuple a validé 2 réformes économiques majeures présentées par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. Il s'agit d'une part du projet de loi actant la création de la toute première bourse des valeurs en République démocratique du Congo après 55 ans d'attente et d'autre part du cadre législatif modernisant le secteur de la pêche pour booster la production halieutique nationale. Janine Kalenga, Julien Piana, bienvenue Loussala. Le Sénat a autorisé 2 réformes économiques majeures. Il s'agit notamment de la création de la bourse après 55 ans d'attente et la modernisation du secteur de la pêche. Le feu vert a été donné au ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, qui a présenté ce projet de loi à la séance plénière du jeudi dirigée par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ce premier projet de loi sur les marchés boursiers depuis 55 ans, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vise à doter la République démocratique du Congo d'une bourse des valeurs mobilières et une bourse des marchandises efficace et transparente. L'objectif est de mobiliser l'épargne nationale et financer les investissements privés et accélérer la croissance. Ce texte de loi présenté par le ministre des Finances au sénateur a été renvoyé à la Commission économie, finances et bonne gouvernance pour toilettage.
La plénière du Sénat a également adopté le rapport de la Commission Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et Tourisme sur la proposition de loi portant principes fondamentaux de la pêche et de l'aquaculture présentée par les vice-présidents de cette commission, Nguindo Bidwaya Cédric et les sénateurs Mouya Mouboya et Clément. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à une délégation du consortium Media Advisors, Standard Bank et Bank of America, venue présenter un mécanisme financier innovant destiné à lever des fonds de long terme pour le grand projet structurant du pays. Ce sont les retombées directes du partenariat signé à Washington entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. On fait le point avec Emmanuela Commissaire Joe Koukou. De nouvelles perspectives de financement s'ouvrent pour les grands projets de la RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le consortium financier international composé des Media Advisors, Standard Bank et Bank of America. Cette rencontre marque une retombée concrète du partenariat stratégique conclu entre la RDC et les États-Unis. Le consortium a présenté un mécanisme destiné à mobiliser des financements de long terme pour les projets structurants du pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des infrastructures ferroviaires et portuaires, ainsi que de la transformation des minerais. Notre intérêt, c'est de rapporter une solution financière de longue date, aussi de ramener des investisseurs américains, comme des fonds de pension, des fonds d'assurance qui sont prêts à investir dans les pays émergents, mais seulement si la structure est bien cadrée, avec certains produits d'assurance et de garantie qui vont nous permettre de les rassurer et de aussi se rassurer que les taux d'intérêt sont plus économiques pour la RDC. Une initiative qui témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux et de leur volonté d'accompagner le développement économique de la RDC. Tension politique à Kinshasa, je le disais dans le sommaire, et non-respect des itinéraires convenus avec l'autorité urbaine, le sit-in organisé par l'opposition politique aux encablures du Palais du Peuple a dégénéré ce jour, donnant lieu à des heurts et d'importants actes de vandalisme après les débordements de consignes de sécurité par le manifestant. Le décryptage de ces incidents avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Tout a commencé par une réunion conjointe d'harmonisation des vues le jeudi 11 juin 2026 dans la soirée entre le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, accompagné de ses services, et une délégation de l'opposition politique C64, constituée notamment de l'ancien député national Ados Ndombasi. Parmi les conclusions de cette réunion, les sit-in prévus devant les sièges du Parlement congolais a été délocalisé vers les terrains à Sosa, a précisé l'autorité provinciale. Aux abords, il y a parlé du peuple, n'a parlé du peuple, Ezali Bongo, na loi, où Ezali, Ebimina, règlement d'ordre intérieur, l'Assemblée nationale, il y a une violabilité à citoyen. Nde tolobi que, ekosalama, place wanate. To orienté ango, na terrain à Sosa. Si tu n'es pas na terrain à Sosa, encadrement, il y a police et Kozala Bongo au rendez-vous. Donc, les recommandations et conclusions issues de cette réunion n'ont pas été suivis. Les militants et membres de l'opposition ne l'ont pas entendu de cette oreille. Peu à peu, ils se sont agglutinés en diagonale du Palais du Peuple, plus précisément au siège de l'ESID. La tension est montée d'un cran avec l'arrivée des leaders de l'opposition. Barricade du boulevard Triomphal, la tentative de la police nationale congolaise de raisonner les militants n'a pas abouti et la situation a dégénéré. Des jets de pierres qui ont rimé avec des casses. Là, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou Mpazou, a accordé une audience à l'ambassadeur des Turquies accrédité en République démocratique du Congo. Leurs discussions ont porté prioritairement sur la régularisation de la situation administrative sur de ressortissants congolais vivant sur le territoire turc, ainsi que sur l'évaluation et la dynamisation de la coopération bilatérale
bilatérale globale entre Kinshasa et Ankara. On fait le point avec Nanoumba. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou Panzou, a accordé une audience à l'ambassadeur de la Turquie accrédité en RDC, Moura Ilkou. Les échanges ont planché sur la situation des ressortissants congolais vivant en Turquie, en particulier celle des compatriotes actuellement détenus, ainsi que les Congolais se trouvant en situation administrative irrégulière sur le territoire turc. Pour ce faire, les deux personnalités ont procédé à un examen approfondi des mécanismes de coopération susceptibles de la dignité des citoyens concernés dans le strict respect des législations nationales et des engagements internationaux des deux États. Le ministre Crispin Mbadou Panzou et l'ambassadeur turc Moura Ilkou ont par ailleurs réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations d'amitié et de coopération qui unissent la RDC et la Turquie. Leurs discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et les échanges d'informations entre les autorités compétentes de deux pays, notamment dans le cadre des préventions et de la lutte contre la traite des êtres humains, phénomène transnational qui constitue une menace pour la sécurité et la dignité humaine. Sous l'impulsion de la fondation Hans Seidel, les conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa ont effectué une visite guidée au siège de la Cour de compte, suivie d'une séance d'information présidée par le premier président Jimmy Munganga, qui leur a exposé les rôles, l'importance, les fonctionnements de cette institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics. Le compte rendu de cette journée est d'immersion dans ce reportage. Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux en matière de gouvernance publique, de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances publiques, la Fondation Hans Seidel a initié une visite guidée des conseillers communaux de la ville-province de Kinshasa à la Cour des comptes ce vendredi 12 juin 2026. Conduite par le représentant résident de la Fondation Hans Seidel, RDC, Raphaël Metz, les conseillers communaux ont eu droit à un cours magistral du premier président de la Cour des comptes sur la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, ce qui a donné suite à des échanges fructueux autour de la procédure de contrôle de l'exécution des décisions budgétaires par la Cour des comptes. En juridictionnel, le comptable public a l'obligation de déposer son compte de gestion à la Cour des comptes. Le comptable public n'est pas ordonnateur politique. Non, lui, il est justiciable de la Cour des comptes. Il dépose son compte de gestion ici, et ce compte de gestion est jugé ici comme on le fait pour tous les comptables publics principaux. Maintenant, la Cour des comptes aussi a le pouvoir de contrôler la gestion du bourgmestre. Le bourgmestre ne peut pas dire non, moi je ne suis pas justiciable de la Cour des comptes, j'ai les immunités, vous ne me contrôlez pas. Non, nous contrôlons la gestion. Mais lorsqu'en contrôlant, nous découvrons, nous constatons que le bourgmestre a commis une faute de gestion, on s'arrête là. On prend ces dossiers-là, on transmet au conseil. Les conseillers communaux ont été interpellés par le premier président de la Cour des comptes sur la corruption et les a encouragés à privilégier l'intérêt de la nation dans tout ce qu'ils poseront comme acte tout au long de leur législature. L'État actionnaire renforce son contrôle à la source sur le principal poumon économique de la nation en mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. La ministre du portefeuille Julie Chikou a séjourné à Kolwezi dans la province du Lualaba pour évaluer la performance des entreprises à participation publique et s'imprégner de réalité du terrain au cœur de l'activité minière nationale Suzingo et Chibouy. Dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, la ministre du portefeuille Julie Chikou a effectué une étape stratégique à Kolwezi, capitale minière de la République démocratique du Congo. Reçue par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, la ministre a échangé avec les autorités provinciales sur les enjeux liés aux entreprises du portefeuille présentes dans la province, ainsi que sur les participations stratégiques de l'État dans les sociétés minières
opérant au Lualaba. Au cours des discussions, la gouvernance des actifs publics, la performance des entreprises à participation étatique et la nécessité d'une meilleure valorisation des ressources minières au bénéfice de la nation. La journée s'est poursuivie par la visite de l'entreprise générale du cobalt, acteur clé dans l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et la traçabilité du cobalt, minerai stratégique pour la transition énergétique mondiale. Soucieuse de s'imprégner davantage des réalités du terrain et de s'aligner à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre du portefeuille s'est ensuite rendue sur les sites de Kasulo et des Comus où elle a pu constater les défis opérationnels, sociaux et économiques liés à l'exploitation minière, mais aussi les opportunités offertes par une gestion plus efficiente et responsable du secteur. Cette étape au Lualaba illustre la volonté du ministère du portefeuille de renforcer le suivi des actifs stratégiques de l'État et de maximiser les retombées du secteur minier en faveur du développement national et des communautés locales. C'est un résumé, un condensé des plusieurs activités. Nous parlons ici du grand ballet de l'alternance et du renouvellement de la gouvernance qui bat son plein au sein des institutions et établissements publics de l'État. Ce vendredi, Godard Motemona a officiellement pris le bâton de commandement au Fonds national de mines lors d'une cérémonie officielle solennelle de remise et reprise. Ces mêmes rituels solennels républicains de passation de pouvoir s'est déroulé simultanément à l'Office congolais de contrôle, l'Office national d'identification de la population au NIP et au Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Les résumés complets de cette journée de passation avec Gaëtan Magalano, Narcisse Makani. Une nouvelle page d'histoire s'écrit devant le secrétaire général aux mines. Godard Motemona prend le bâton de commandement à la tête du fonds minier pour les générations futures à la suite de cette cérémonie de remise reprise. Reconnaissance au président de la République pour sa nomination. Godard Motemona martèle qu'il y a de défis à relever et cela ne sera possible qu'en travaillant ensemble. Capitaliser réellement les richesses minières au profit des générations futures et transformer celles-ci en opportunité de développement pour garantir la paix. Autre cérémonie phare, le nouveau président du conseil d'administration prend aussi ses fonctions devant le directeur général adjoint ainsi que le membre du conseil d'administration. Le leadership du nouveau directeur général du FOMIN pourrait insuffler un nouvel élan à cette institution stratégique et contribuer à faire du FOMIN un véritable instrument de préparation de l'avenir économique. C'est une page qui s'y tourne au FOGEC. Après 5 ans à la direction générale, Laurent Mozemba a officiellement cédé le bâton de commandement à son successeur, Luto Nzolatima. Dans une cérémonie empreinte de solennité, le DG sortant a mis en exergue les avancées enregistrées dans le renforcement du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congolais, tout en remerciant ses équipes pour leur engagement constant. C'est dans une ambiance festive que le cadre et agent de l'Office congolais de contrôle ont accueilli leurs nouveaux dirigeants venus officiellement prendre leurs fonctions. Moment fort de cette passation de pouvoir, la signature du procès verbal entre le directeur général sortant et son successeur, Pierre Loola Osomba. Même cérémonie observée au niveau du conseil d'administration entre le PCN sortant et l'entrant. Les nouveaux comités dirigeants de l'OGIFREM déjà aux affaires, le nouveau directeur général Olivier Chibola a pris possession de son bâton de commandement au cours de cette cérémonie de remise reprise avec le directeur général adjoint qui faisait l'intérim à la tête de cette entreprise. Le nouveau comité de gestion de l'ONIP, officiellement installé au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La nouvelle équipe dirigeante est composée d'Astrid Boulakali, président du conseil d'administration, de Marcelin Bassengezi, directeur général, de Soumaza Nkoy, directeur général adjoint, ainsi que de Eugénie Kibaliamouni, directeur général adjointe, chargé de l'administration et de finances. Pour clore, changement de cap à la DGCDI. Une nouvelle équipe dirigeante prend le commandement avec une mission claire, redresser l'institution, insuffler une nouvelle dynamique à l'industrie congolaise. Après la cérémonie officielle de pouvoir, Dieudonné Kalombo et Judith Kabemba et Ngao ont été installés
à la tête de cette entreprise. Libérer urgemment les emprises pour accélérer le gigantesque chantier de décongestionnement de la capitale. Une délégation de 4 secrétaires généraux, membres de la commission interministérielle en charge des expropriations liées au projet de rocade de Kinshasa, a effectué une visite d'itinérance sur les différents tronçons concernés. Anita Luamboa, Robert Kalemba. La route nationale numéro 16 est dans un état de délabrement très avancé et est devenue très impraticable. Cet état de route occasionne des accidents et des pertes de vies humaines. L'état défectueux de cette route, qui relie la province de Kwango à celle du Congo central, ne permet plus l'évacuation des produits vivriers à destination de Kinshasa. Cette situation justifie les plaidoyers menés par les députés des 2 provinces auprès du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Nous savons que la route va être asphaltée à moyen, à long terme, mais pour l'instant, il faut que l'on circule dans un premier temps avant de pousser à la modernité. Nous avons également abordé le problème du pont Kwenge dans le Kaemba, qui doit être le plus rapidement réhabilité parce que la population de ce coin est totalement enclavée. Le ministre s'est montré très attentif et il nous a promis que dans un bref délai, il va écrire au gouvernement de la République pour qu'on mette le moyen, surtout en ce qui concerne la praticabilité. Après cette réunion, le ministre John Banzalunda, qui a promis au briefing de presse de se rendre à Lemba pour voir l'état d'avancement de la voirie de cette commune, a visité les tronçons Super Lemba Terminus où l'OVD qui exécute les travaux travaille au ralenti. Sur place, il a instruit l'OVD d'accélérer les travaux pour faciliter la mobilité de la population. Vous venez de suivre là justement l'activité liée à l'entretien que le ministre des Infrastructures, Travaux publics, John Banza, a eu avec les députés nationaux ressortissants de la province du Kwango et Congo central sur justement des questions des infrastructures pour désenclaver leurs différentes provinces. Revenons à ce que je venais d'annoncer tout à l'heure. Je disais libérer urgemment les emprises pour accélérer le gigantesque chantier de décongestionnement de la capitale. Et bien pour ce faire, une délégation de 4 secrétaires généraux, membres de la commission interministérielle en charge des expropriations liées au projet des rocades de Kinshasa a effectué une visite d'itinérance sur les différents tronçons concernés. Anita Luamba, Robert Kalemba. Georges Kochi Guiméa, secrétaire général aux ITP et président de la commission interministérielle chargée des expropriations sur le projet des rocades de Kinshasa, a conduit le jeudi 12 juin ses collègues Dieudonné Menzou de l'aménagement du territoire, Gérard Mongangou des affaires financières, Elvis Pekeabo de l'urbanisme et habitat dans une visite d'itinérance sur les différents tronçons des rocades concernés par les opérations d'expropriation pour identifier les contraintes persistantes à la libération intégrale des emprises. Plusieurs difficultés ont été relevées, notamment le refus de certains propriétaires de participer aux dernières séances de négociation et la non-libération de certaines parcelles par des personnes pourtant déjà indemnisées. Sur la partie Est, globalement, il n'y a pas de gros problèmes. Les entreprises doivent se mettre à l'ouvrage et surtout pendant cette saison sèche et avancer dans les travaux. Sur la partie Ouest, nous avons quelques problèmes. Je crois que jusqu'à la fin du mois ou bien début du mois de juillet, un certain nombre de personnes impactées seront payées. Gérard Mongangou, secrétaire général aux affaires foncières, parle d'une facilitation accordée par son secteur quant à la conversion des titres. On ne peut pas indemniser sans avoir le titre. Nous avons posé ça comme préalable, un contrat de location lorsqu'on n'a pas de titre. Et ce contrat-là, on peut l'avoir à moindre frais. Pour réussir à livrer ce projet d'ici fin 2027, la CGT et ses partenaires doivent impérativement procéder à la libération des emprises encore occupées.
Faire du développement des compétences le levier majeur de l'emploi de jeunes et de l'inclusion sociale, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila Likombo, a effectué une tournée d'inspection sur les chantiers du centre de ressources au CDR Mosala et du centre Colonel Miguel Bangaya à Kinshasa, constatant des avancées significatives sur ces infrastructures modernes. Regardez. Les travaux du centre de ressources au CDR Mosala, lancé en décembre 2024 par la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, avancent désormais à pas de géant après une nouvelle sélection des entreprises exécutantes. Le projet répond à la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la jeunesse congolaise. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a effectué une énième descente pour évaluer le niveau d'exécution. Sur place, Marc Ekila Likombo a été accueilli notamment par Bernard Vincent, expert en infrastructure au sein d'ENABEL, agence belge de coopération internationale, partenaire financier du projet. Le ministre d'État et sa délégation ont découvert un chantier qui se rapproche désormais de la maquette. Gilles Madié-Keta, directeur du CDR Mosala, également présent lors de cette visite, a salué la venue du ministre d'État. Il a assuré que le chantier ne connaîtra plus d'arrêt. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a effectué le même jeudi 11 juin 2026 une visite d'inspection au chantier du centre de formation professionnelle Colonel Miguel Bagaya, situé au camp Mobutu dans la commune de Lemba à Kinshasa. Ces centres modernes, dédiés exclusivement aux dépendants des policiers et financés par l'Église de Jésus-Christ du Saint de dernier jour. Sa construction fait suite au plaidoyer du ministre d'État Marc Ekila Likombo qui a tenu à doter les familles de policiers de cette infrastructure dans un élan de solidarité et en collaboration avec l'association des épouses de policiers pour le développement AEDP. À ces jours, le taux d'exécution de travaux avoisine le 80%. Le bâtiment est désormais couvert par une toiture et la pose de plateforme est en cours. Les travaux d'aménagement extérieur se poursuivent également en prévision de la pose de la pelouse avant d'érection de la clôture. Pour prévenir les désagréments liés aux coupures intempestives et délestage en cette période de Coupe du Monde, la SNEL SA, à travers sa direction des distributions de Kinshasa, a déployé de grands moyens logistiques sur le terrain en installant des nouveaux transformateurs de cabines neuves ainsi que des générateurs mobiles stratégiques. Reportage Yvette Makuntima et Chala, Fiston Wavingana. La SNEL SA accélère la cadence à l'approche du mondial. Au lendemain de la signature des contrats de performance, la direction des distributions de Kinshasa DDK passe à l'action avec le déploiement des nouveaux transformateurs et les remplacements des équipements défectués dans plusieurs quartiers de la capitale. Cabines mobiles, groupes électrogènes et nouvelles infrastructures viennent renforcer les réseaux afin d'assurer une alimentation électrique stable. Et là, je vous ai fait visiter les actions que nous sommes en train de mener en rapport avec la Coupe du Monde. Et ces actions ont porté sur plusieurs axes. Aujourd'hui, nous commençons avec le mouvement de remplacement des transformateurs dans toutes les cabines où nous avons connu des avaries transformateurs. Ça va permettre déjà, dès demain, la population pourra commencer à suivre les matchs pour ces cas-là particuliers. Parmi les projets phares figure la reconstruction de la cabine Sokopao. Alors il y a des quartiers qui ont connu des problèmes d'incendie des cabines comme Sokopao. Nous venons de visiter avec vous que nous avons une cabine toute neuve montée dans nos ateliers pour aller remplacer celle qui a brûlé au niveau de Sokopao du côté délimité. L'équipement de la Cité de la Défense, le poste de sectionnement des bines à pigeons et un puissant transformateur destiné au poste haute tension des Makala. Et pour permettre aux Kinois de vivre pleinement la fête du football, la société prévoit également l'installation des fan zones dans plusieurs communes de la capitale.
Le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, via son programme national de santé mentale, a réuni des experts internationaux à l'hôtel B Africana Palace lors d'une table ronde visant à intégrer systématiquement la prise en charge psychosociale dans l'action humanitaire en République démocratique du Congo afin de soigner d'urgence les traumatismes de déplacés internes et des enfants victimes des conflits armés. Toto Céleste Sungu, Bijou et Kamba. Privés de leur réseau de solidarité, les déplacés des guerres en République démocratique du Congo subissent un stress quotidien destructeur lié à la précarité extrême. Plus grave encore, les enfants et les jeunes payent le prix fort. C'est pour stopper cette hémorragie mentale que les experts se sont mobilisés pour trouver des solutions idoines afin de mettre un terme. À la tribune, Dr Gédéon Samba, directeur du programme santé mentale, a insisté sur l'obligation d'agir avant, pendant et après les crises. Juste après lui, Ivan Penguin, coordinateur santé mentale pour ASEF en RDC, a rappelé que la réponse doit être structurelle et collective pour tous ces acteurs. La principale piste de solution converge désormais vers une intégration systématique des santé mentale et psychosociale dans tous les cycles humanitaires. La spécificité de cette table ronde est que la RDC connaît plusieurs crises humanitaires, sécuritaires, sanitaires liées aux épidémies et tant d'autres crises. Mais l'on ne met pas plus d'accent dans les réponses sur le volet santé mentale et accompagnement psychosocial. Les participants à cette table ronde ont défini des mécanismes concrets pour former des équipes de terrain. Après avoir évalué l'intégration de la santé mentale à travers plusieurs pays d'Afrique, on a constaté qu'il y a un grand défi. Et dans ce cadre-là, l'Union africaine a décidé d'associer l'épidémiologie, donc la prévention et la gestion des épidémies, l'aspect santé mentale. Un virage crucial pour réparer les esprits brisés et redonner une dignité aux survivants. Les projets d'appui au bien-être de personnes vulnérables et touchées par le commerce du cobalt accélèrent son ambitieuse stratégie de reconversion économique en octroyant depuis Kinshasa un nouvel appui financier et technique direct aux coopératives locales. Cette initiative majeure vise à réhabiliter les anciens sites miniers par l'agro-pastoralisme. Les points sur cette transition éco-responsable avec Asedi Kenina. Transformer les anciens sites miniers en pôles de développement agricole, c'est le pari du Pabea Cobalt. À Kinshasa, le Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS, a remis un important lot de matériel informatique au service national des coopératives et organisations paysannes afin d'accélérer l'enregistrement des coopératives agricoles et de renforcer leur encadrement. En initiant ce projet, il a positionné le FNPSS au cœur de l'action de développement social dans notre pays. Car ce projet, c'est vraiment un modèle de transversalité des services et de synergie des services autour d'un point, le bien-être de notre population. Et d'un côté, il y a les questions des enfants qui devaient quitter la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Et de l'autre côté, il y a leurs parents qui, à cause de leur problème de pauvreté, se retrouvent très souvent dans l'incapacité de prendre en charge leurs enfants. Et donc, ce projet a la particularité de s'occuper de ces deux volets de la question et avec comme conséquence ou comme résultat immédiat l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Déjà plus de 960 coopératives ont été structurées dans le Haut-Katanga et les Lualaba pour accompagner des milliers de jeunes et des parents vers l'agrobusiness. Une initiative qui ambitionne de créer des milliers d'emplois et de faire de l'entrepreneuriat rural un moteur de développement local. Redonner aux géants miniers congolais leur splendeur d'antan pour impulser un développement national structuré et équitable. À Kinshasa, le Forum national sur la relance du secteur minier s'est officiellement ouvert sous l'impulsion de la Fondation Konrad Adenauer, plongeant les participants au cœur d'une réflexion 65 ans
Après, face au déclin du fleuron industriel comme la minière du Bakwanga, qui fut jadis la plus grande productrice de diamants au monde et le poumon économique de ce pays continent, on fait le point avec Émilie Kaindo, Raphaël Sadi. De la gloire passée à l'espoir d'un renouveau minier en République démocratique du Congo, les assises du Forum sur la relance du secteur minier ont ravivé un débat central, celui du destin de la minière de Bakwanga, jadis fleuron du diamant mondial, aujourd'hui en quête de renaissance. Organisé avec l'appui de la fondation Konrad Adenauer, ce forum a mis en avant la coopération RDC-Allemagne comme levier de transfert d'expertise pour un développement minier plus structuré et équitable. Symbole d'une époque prospère depuis sa création en 1961, la minière de Bakwanga traverse une zone de forte turbulence. Pour ses dirigeants et plusieurs intervenants, elle demeure un patrimoine stratégique appelé à être repositionné au cœur de la politique économique nationale. Ce que nous avons essayé de créer aujourd'hui avec ce forum, c'est un forum où les avis sont échangés, où le constat sont faits actuellement. On regarde aussi un peu en arrière d'où vient cette société. Nous discuterons aussi des voies, comment aller de l'avenir. Entre appel à la mobilisation des filles et fils du Grand Kasaï et l'engagement des autorités à soutenir sa relance, un message s'impose. Elle peut encore renaître de ses cendres et retrouver sa place sur l'échiquier mondial du diamant. Le signal fort de la continuité est lancé au CEC après leur reconduction par le chef de l'État, président de la République. Le mandataire de l'établissement ont été accueillis chaleureusement par les agents au siège de l'institution. Regardez. Une reconduction, des acclamations et un message de confiance. Le personnel du CEC a transformé l'accueil des mandataires reconduits en véritable démonstration de soutien, saluant la continuité d'une gouvernance portée par les réformes et la modernisation de l'établissement. Mobilisés comme un seul homme dès les premières heures de la journée, agents et cadres du CEC ont salué la reconduction du président du conseil d'administration Dev Kalembang-Kachama, du directeur général Freddy Mwambakanikou ainsi que du directeur général adjoint Godel Kinyoka Kabalumuna. Prenant la parole, le directeur général Freddy Mwambakanikou a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée placée en leur équipe. Nous sommes reconduits parce que le chef d'État nous a donné une mission. La mission, c'est de pouvoir tracer l'ensemble de minéraux de la République démocratique du Congo. C'est une grande responsabilité. Nous sommes en train de travailler. Le président du conseil d'administration, Dev Kachama, a réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts déjà engagés en matière de gouvernance, de transparence et de performance. Mais cette reconduction est un honneur, certes, mais avant tout, une responsabilité renouvelée que nous devons assumer avec humilité, avec détermination et surtout un sens profond du devoir. Comme un seul homme, les agents et cadres de l'établissement ont réaffirmé leur soutien au comité de gestion et promis d'accompagner la mise en œuvre de la vision pour contribuer au rayonnement du CEC et au développement de la République démocratique du Congo, vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Sandra Nyangi Tabou pour ce reportage. Parlons économie, la modernisation technologique au service de la transparence de marché et de la maîtrise de prix en République démocratique du Congo. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba, le secrétaire général Aboulia Taba Mopolo, a présidé l'ouverture d'une session de formation technique sur les nouvelles outils numériques baptisés e-control. Brodé Panda, reportage. C'est une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, visant la modernisation de l'administration publique conformément au programme d'action du gouvernement. L'outil
et contrôle, une application numérique mise sur pied à travers la fondation LONA va permettre au ministère de l'économie nationale de digitaliser le processus de contrôle économique ordinaire grâce à la collecte des données auprès des opérateurs économiques et instaurer un cadre de dialogue plus efficace entre l'administration et les acteurs économiques. Selon le secrétaire général à l'économie nationale qui a dirigé ces travaux au nom du vice-premier ministre et ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, le contrôle économique demeure un levier essentiel pour assurer le respect de la réglementation renforcée. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, le contrôle économique doit désormais être perçu non comme un instrument de tracasserie, mais comme un mécanisme de régulation, d'accompagnement et de promotion d'un environnement économique sain et équitable. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, je déclare ouverte la session de formation sur les e-contrôles dans le secteur de l'économie nationale. La transparence des activités commerciales, protéger les consommateurs et garantir un fonctionnement sain du marché. Les projets et contrôles, qui est une application numérique, ambitionnent d'améliorer la traçabilité des opérations sur le terrain et réduire les risques de fraude et de manipulation des données tout en consolidant le principe de bonne gouvernance. Après les étapes de Lubumbashi et de Kisangani, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a clôturé sa tournée académique nationale à l'université de Kinshasa, ici dans la capitale. Ces périples ministériels s'est achevé en marge du colloque scientifique national consacré à l'évaluation et critique de la Constitution du 18 février 2026, mobilisant la crème intellectuelle du pays autour de forces et faiblesses de la loi fondamentale. On fait les points avec Dieu merci Kanzakoli. Après avoir sensibilisé chercheurs, universitaires, experts et acteurs de la vie publique, ainsi que la jeunesse estudiantine de l'université de Lubumbashi et celle de Kisangani dans la province de la Chopo, au colloque scientifique national consacré à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006, c'est durant 2 jours successifs, la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, vient de clôturer ses rendez-vous scientifiques à l'université de Kinshasa. À ces termes. L'urgence d'une réforme constitutionnelle ambitieuse, capable de donner à notre secteur les fondations juridiques et institutionnelles nécessaires pour porter notre pays dans l'économie du monde du savoir. Pourquoi faut-il réformer? Parce qu'aucune nation ne se développe sans science et aucune science ne prospère sans constitution qui la protège. Selon la ministre Marie-Thérèse Sombo, le gouvernement attend promouvoir une culture du débat scientifique et encourage une évaluation objective des fondements institutionnels de la République, 20 ans après l'adoption de la Constitution, car l'université se distingue par sa capacité à éclairer les débats de la société. Le chapiteau de l'université de Kinshasa abrite depuis mercredi un colloque scientifique national tel que vous venez de le suivre dans ce reportage qui vient de précéder de 3 jours dédiés à l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006, voulais-je dire, où professeurs, acteurs politiques et étudiants initient leurs réflexions pour formuler de recommandations majeures telles que la dépolitisation de l'administration et la refonte de la décentralisation. Reportage. Ce colloque scientifique national de 3 jours, soit du mercredi 10 au vendredi 12 juin, est organisé à l'université de Kinshasa sur l'évaluation de la Constitution du 18 février 2006. C'est un cadre idéal et cohérent qui va permettre aux professeurs, aux scientifiques, aux acteurs politiques et aux étudiants de mettre en synergie leurs réflexions pour donner à la République un texte qui répond aux aspirations du peuple et soit adapté à la réalité sociétale. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, présidé dans le pôle de Kinshasa à l'UNIKIN par le professeur Jean-Marie Kaembentumba, recteur de cet alma mater.
La première journée du colloque scientifique national a connu plusieurs interventions d'une dizaine de professeurs d'université et hors panel. Ces derniers ont apporté leur expertise et leurs contributions scientifiques, notamment sur la gouvernance institutionnelle, le fonctionnement des institutions et l'équilibre des pouvoirs, la décentralisation et l'organisation territoriale, bilan autour de la cohésion nationale, de l'unité et de la gouvernance territoriale, des systèmes d'aide, de la décision, de la gestion des infrastructures et de la planification. Intervenant sur le panel de l'intelligence artificielle, a évoqué certaines dispositions numériques à intégrer dans la Constitution lors de sa modification pour le développement durable du pays en bénéficiant de plusieurs avantages. Pour le professeur Chilumbai, la Constitution du 18 février était d'abord une loi provisoire élaborée pour mettre fin au cycle des guerres. Malheureusement, elle a échoué dans ses objectifs. Il a rappelé que la Constitution n'est pas un texte figé, c'est le miroir de notre contrat social, d'où elle doit être adaptée aux réalités actuelles. La méga plateforme de la majorité présidentielle continue d'élargir ses rangs et d'affûter ses armes pour le grand débat républicain. Janon Letamba a officiellement officialisé l'adhésion de son parti politique, le rassemblement des acteurs du renouveau, rare en sigle, au sein de l'Union sacrée de la nation, en déposant ses engagements ce vendredi. Les points sur cette nouvelle alliance politique avec Rodé Panda. Les rassemblements des acteurs du renouveau rare de l'ambassadeur Janon Letamba, c'est parmi les oiseaux rares qui entrent dans l'arche de Noé et vient de signer son adhésion au sein de la méga plateforme politique, l'Union sacrée de la nation étant la symphonie où chaque Congolais, individuellement ou en groupe, est appelé à jouer sa partition. Les rassemblements des acteurs du renouveau à travers cette adhésion, il a aussi déposé sa contribution et avis sur les projets de la nouvelle constitution en perspective. Janon Letamba a choisi donc les bons côtés et refuse de servir les intérêts des étrangers. C'est une chance inouïe pour notre pays que d'avoir le président Tshisekedi comme chef de l'État. Nous devons protéger cette vision-là qui a été bloquée par la constitution qui nous bloque. C'est cette constitution qui a permis à ce que même les infiltrés soient dans nos institutions. Avec ce parti, nous serons près du chef de l'État où nous choisissons le changement de constitution. La preuve de cette appartenance à la majorité présidentielle exprimée par une déclaration politique. Fidèle à cette conviction, le RAR décide de rejoindre son action à celle de forces politiques des sociétés qui partagent cette vision. À ce titre, le RAR adhère solennellement à l'Union sacrée de la nation et a joué pleinement son rôle. Très comblé, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, salue l'avènement de ce nouveau-né. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un nouveau membre. C'est le rassemblement des acteurs du renouveau. Et non seulement ils ont adhéré aujourd'hui, mais ils ont également apporté leurs propositions concernant les réformes constitutionnelles annoncées dans notre pays. Tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité de référence, chaque jour qui passe, l'Union sacrée de la nation ne cesse de s'élargir. Restons sur ce même chapitre, conformément au mécanisme des démocratiques garantis par la loi fondamentale en vigueur. Le président du parti politique Congo Nouveau, Willy Bakonga, a officiellement déposé une pétition citoyenne signée par plus de 100 000 Congolais au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation pour exiger, mordicus, la révision de la constitution de la République démocratique du Congo. Les enjeux de cette initiative populaire dans ce reportage de Dieu merci Kanza Koli. Reçu en audience par le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, André Mbata Betukumeso, le président du parti politique Congo Nouveau, Willy Bakonga, a déposé une lettre de transmission faisant suite à la pétition populaire qui a récolté 100 000 signatures et déposée à l'Assemblée nationale. Autour de la table devant les constitutionnalistes, André Mbata, en sa qualité de membre de cette méga plateforme présidentielle, Willy Bakonga a réaffirmé son soutien à cette démarche démocratique qui donne le pouvoir au souverain primaire de trancher sur son sort et son destin
nous sommes venus voir le secrétaire permanent pour lui déposer la lettre de transmission du dépôt de la pétition, les signatures de 100 000 signatures de Congolaises et Congolais pour déclencher le référendum pour le changement de la Constitution et l'avènement de la 4e République. Nous ne pouvons pas faire des choses sans voir notre famille politique. Il est très important que le secrétaire permanent soit informé de toutes les démarches que nous sommes en train de faire. Nous sommes allés presque dans beaucoup de provinces et il y a aussi, là où nous ne sommes pas arrivés, il y a nos fédéraux qui ont envoyé des listes, des fiches dans tous les territoires et nous avons recueilli les signatures, n'est-ce pas, la volonté de tous les Congolais. Selon le président du PCN, après avoir parcouru le Congo profond, il était important d'informer le secrétaire permanent André Mbata sur les rôles que joue la population congolaise et les attentes à travers cette révision de la Constitution qui du reste était le produit de belligérants et mérite donc une révisitation. Le vice-ministre de la Défense nationale et la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo ont ouvert à Kinshasa un dialogue national stratégique axé sur le sort des enfants affectés par les hostilités. À cette occasion, les deux personnalités ont solennellement réaffirmé les renforcements de leur coopération bilatérale et de leur engagement mutuel pour intensifier la protection, la prise en charge et la réinsertion socio-économique des enfants victimes des conflits armés qui sévissent dans le pays. Sandra Nyangitabou, Diane Balaka. Les enfants demeurent parmi les principales victimes des conflits armés qui secouent l'est de la RDC pendant 3 décennies. Recrutement par les groupes armés, violences sexuelles, enlèvements, attaques contre les écoles figurent parmi les violences graves de leurs droits qui persistent particulièrement dans l'est du pays. Pour répondre à cette situation, le gouvernement congolais et les Nations Unies ont tenu ce vendredi à Kinshasa un dialogue de haut niveau consacré à la protection des enfants affectés par les groupes armés. Au cours des échanges, les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la prévention, la prise en charge des victimes ainsi que la réinsertion des enfants sortis des groupes armés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires pour la protection de l'enfant. Il a plu au commandant suprême de nous accorder la démobilisation, le désarmement, la réinsertion et le relèvement communautaire. Et désormais, c'est nous qui servirons de charnière entre le gouvernement et les partenaires. Nous devons lutter tous pour que la paix revienne, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. La protection des enfants est une partie intégrante du processus de paix. L'importance de la réhabilitation des enfants dans ce processus de paix-là. Le Canada lui-même, nous on appuie financièrement, on a des projets avec l'Institut d'Alaire et puis l'UNICEF, puis on continue à être engagés. Cette rencontre s'inscrit également dans le contexte de la transition progressive de la MONUSCO et vise à mobiliser davantage les soutiens en faveur de la protection de l'enfance et de la mise en œuvre de la politique nationale de l'enfant en RDC. Tarir les sources de la criminalité urbaine en traçant rigoureusement chaque arme en circulation à travers le pays, face à la recrudescence de l'insécurité alimentée par les flux incontrôlés d'armes légères et qui s'échangent dans l'anonymat, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a lancé une vaste campagne nationale d'identification et d'Ichala reportage. Face à la recrudescence du banditisme urbain, braquage, extorsion et enlèvement, l'appareil sécuritaire de la République passe à l'offensive, matérialisant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo contre la criminalité armée impliquant les hommes en uniforme, les deux vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, le ministre d'État, ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature sonnent la fin de la complaisance. Sous la supervision technique de la CNC, ALPC, une vaste opération de contrôle systématique est lancée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La CNC-ALPC informe l'opinion publique qu'une équipe composée des FARDC et de la police nationale effectue des opérations de contrôle
sur toute l'étendue de la République afin d'assurer un climat de paix. La Sainte-Alpes appelle tous les détenteurs d'armes à feu à collaborer avec l'équipe en place afin de faciliter les dites opérations pour garantir une bonne gestion des stocks et la sécurisation de nos populations et de leurs biens. Traçabilité absolue pour chaque arme détenue par des civils ou nos forces de sécurité. Une mesure républicaine qui s'applique de plein droit à tous les services publics et entités, sans aucune exception. Le secrétaire permanent de la CNC-ALPC, Landry Bissi Dichulumbo, appelle à la collaboration totale des détenteurs d'armes. Objectif de ce bouclier balistique, réduire drastiquement les violences et garantir la paix dans nos agglomérations. Rodé Panda, Junior Louyeye, Chico Bipendou, Liévin, Yoba, Rubin Kumbu ont réalisé ce journal qui termine. Bonsoir Kinshasa, bonsoir la République.